Bienvenue à la rencontre, la course à l'information dans le cadre de l'événement Data Eco Culture. Je me présente, mon nom est Frédéric Julien, je suis directeur de la recherche et du développement à l'Association canadienne des organismes artistiques, Canadian Association for the Performing Arts, CAPACOA. J'ai grandi tout près de Wendake, la réserve où on trouve aujourd'hui la nation Huron-Wendat. Cette nation-là, au fil des siècles, a décidé de faire sienne le nom français que les colons français lui avaient donné, Huron, et aujourd'hui se réclame du nom Huron-Wendat avec un trait d'union entre les deux. J'en profite pour émettre le souhait que les relations entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones vont continuer à se renforcer avec des traits d'union comme celui-là. Donc, aujourd'hui, la rencontre a lieu, bien entendu, par le biais de la visioconférence, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Data Eco Culture. Il y a de l'interprétation simultanée si vous en avez besoin. Donc, on est en Zoom maintenant. Alors, vous allez trouver le bouton d'interprétation au bas de votre fenêtre Zoom. La formation d'aujourd'hui va être enregistrée et retransmise. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, alors on vous invite à éteindre votre caméra et bien entendu votre micro. Et enfin, on vous invite aussi à sélectionner l'affichage intervenant en haut à droite de votre fenêtre de façon à voir tout le temps la personne qui parle. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour de table sur les différentes pratiques de collecte de données auprès des industries, des arts et de la culture depuis le début de la pandémie. Avec moi aujourd'hui, j'ai Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal, et Frédéric Lorrain, professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, je vais inviter d'abord Madame Beaulieu à nous parler de ce que moi j'ai désigné un peu, en fait, ensemble, cette phase 1. 12 mars 2020, arrive une pandémie, le milieu du spectacle et l'ensemble du milieu culturel est mis à l'arrêt. Rapidement, on a eu besoin de données et les différentes associations sectorielles ont été parmi les premières à tenter de répondre à ce besoin-là. Alors, Valérie, pouvez-vous nous expliquer comment vous l'avez vécu à l'intérieur de Culture Montréal? Oui, ben oui, retour un an en arrière. Je fais juste rapidement une parenthèse, là, Frédéric. Moi aussi, j'ai grandi près de Wendake, donc finalement, on est du même patelin, on ne le savait pas. Oui, ben écoutez, il y a un an, en fait, quand la crise est arrivée, Culture Montréal, qui est reconnue comme un conseil régional de la culture, donc qui est vraiment une organisation dont le mandat là, est de concerter, de regrouper, de mobiliser tous les acteurs, en fait, du secteur des arts et de la culture, mais même plus large, en fait, tous les acteurs concernés par le développement culturel du territoire. Donc, on est une organisation comme les associations sectorielles, comme les autres conseils régionaux de la culture, des organisations qui sont au cœur de nos écosystèmes, on va le dire comme ça. Et souvent, notre rôle, c'est vraiment d'être un interlocuteur de premier plan avec les paliers de gouvernement, avec les différentes instances pour relayer, en fait, ce qui se passe sur le terrain, puis essayer de voir. Donc, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que ça a été, je pense que ça a été un choc pour tout le monde. Puis quand on a vu justement l'impact que ça avait sur le secteur culturel, nous, on a voulu justement rapidement prendre le pouls auprès de nos membres, auprès de tous je dirais, les sous-secteurs des arts et de la culture, parce que c'est ça aussi le défi dans le secteur de la culture, c'est que les réalités sont extrêmement différentes d'un secteur à l'autre. Qu'on parle de la musique, des arts vivants, des arts de la scène, qu'on parle du jeu vidéo, si on va jusque-là, qu'on parle du loisir culturel, de la pratique artistique amateur, le patrimoine. Donc, il y a vraiment des réalités, les musées, tout ça, des réalités extrêmement différentes. Donc, nous, c'est sûr qu'on avait besoin de comprendre, en fait, l'impact et de prendre le pouls de cette fermeture-là, qui, au départ, on se rappelle, c'était une fermeture de 4 semaines. Donc, on était vraiment dans une situation dans notre tête qui était temporaire. Mais on avait quand même besoin de ces informations-là pour être en communication avec tout le monde et puis être capable de voir
dans les mesures qui allaient être déployées par les différents paliers de gouvernement si justement il n'y avait pas d'angle mort, s'il n'y a pas personne, s'assurer que personne n'était oublié. Donc, bien évidemment, ce qui est chouette, c'est que maintenant, les outils comme par exemple des formulaires de sondage sont de plus en plus, je dirais, accessibles, démocratiques pour des organisations comme les nôtres. Donc, rapidement, comme tout le monde, en fait, comme plusieurs associations, regroupements, on a constitué un sondage, on a pris le temps, on a quand même pris le temps un petit peu, pas beaucoup, mais quand même, on a pris le temps de réfléchir aux questions, à ce qu'on voulait, et on a diffusé ce sondage-là rapidement auprès de nos membres pour essayer de prendre le pouls, de mesurer aussi les impacts et de voir aussi, je dirais qu'on était en crise, et de voir vraiment s'il y avait des gens en détresse. Il y avait toutes sortes de choses, en fait, qu'on voulait savoir, mais ça s'est fait, je dirais, avec le recul, ça s'est fait dans un sentiment d'urgence, de guérilla. Donc, et on a diffusé ce sondage-là qui a quand même, on a obtenu 413 réponses assez rapidement à notre sondage. Donc, on questionnait, vraiment, on l'avait divisé en deux. On questionnait du point de vue des individus, des travailleurs autonomes, des artistes, qu'est-ce qui se passait, leur réalité, mais aussi des organismes, des entreprises, des personnes qui étaient salariées, tout ça, pour voir un peu les différentes réalités. Donc, on a eu rapidement beaucoup de données à lire, à prendre. Il y avait beaucoup de qualitatifs aussi dans nos questions, des questions ouvertes et tout ça. Fait que rapidement, nous, ça a quand même été, je dirais, assez instructif parce que ça nous a vraiment permis de cibler des choses. Puis ça me fait un petit peu sourire maintenant parce que je me rappelle qu'on prenait des notes puis on était déjà en train de réfléchir à la relance. Donc, alors que dans notre tête, c'était 4 semaines, puis après ça, on démarrait les machines. Donc, c'est pour dire que, bon, la relance, on commence à y penser plus sérieusement à peine. Donc, voilà, fait que ça nous a permis de prendre le pouls. Mais c'est sûr que mon constat, en fait, c'est que aller chercher comme ça des données chez les membres, aller questionner, aller prendre le pouls, comme je dis, via un sondage, c'est une expertise très précise, en fait. Et je me rends compte que comme organisation culturelle, on nous demande de plus en plus de faire ce type de démarche-là, d'aller chercher des données, soit auprès de nos membres ou de nos milieux, mais c'est réellement un métier. Et on n'a pas encore ces fonctions, en tout cas, à Culture Montréal, je vais parler pour mon organisation, on n'a pas cette fonction-là au sein de notre organigramme, là, de quelqu'un qui est vraiment un expert en cueillette et analyse de données, puis faire un sondage, ben c'est ça, de la façon de poser les questions et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est ça a amené plusieurs réflexions, questionnements chez nous, puis il y a un moment où on s'est rendu compte aussi que mais le sondage qu'on a envoyé dans un moment de crise, dans un moment d'anxiété assez profonde de nos milieux, bien, c'est sûr que cette démarche-là a généré des attentes des participants, des répondants au sondage. Il y avait besoin de savoir quelles étaient les réponses, si je étais seule, et donc, il y a un moment où on s'est rendu compte qu'on devait, par souci, je pense, par souci de transparence, de collaboration, pour aussi être rassurant sur notre intention là-dedans, ben, on a partagé là, au cours de quelques infolettes là, certains résultats de sondage. Mais c'est sûr qu'en même temps, je vous dirais que c'était un sondage qui, pour moi, était très qualitatif, qui nous permettait de prendre un certain poids à un certain moment aussi. Il y a tout ça aussi. Là, je parle, Frédéric, mais interromps-moi si tu as des questions précises. Mais ce que je me rendais compte aussi, c'est qu'on a fait ça dans l'urgence, sans nécessairement... on était en réaction, en fait. Et donc, si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait encore un petit peu plus de temps de recul pour avoir vraiment une stratégie de cueillette de données. De dire, OK, puis peut-être aussi, si c'était à refaire, je regarderais autour avec des collaborateurs, des partenaires, d'autres comme Capacoa, comme d'autres organisations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut collecter ensemble? Parce que ben, chaque association, chaque regroupement a fait son propre sondage. Donc, il y avait une multiplication des sondages. Et puis, à un moment donné, je pense que c'était étourdissant pour les répondants, en fait, les gens qu'on interpellait parce qu'on a eu le commentaire, ben là, on a beaucoup de sondages pour répondre, mais il y avait
il y avait cette anxiété-là. Donc, c'est un peu, je dirais, ma première phase, je dirais, là, de la pandémie, là, ces 4 premières semaines-là qui ont été, je pense, très, très anxiogènes pour beaucoup de monde. Et là, je vais à mon tour lancer la question aux participants. Parmi ceux qui sont là d'entre vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation décrite par Valérie, soit en tant que répondant à des sondages ou en tant qu'association qui avait eu à votre tour aussi à vous lancer dans la course des données? N'hésitez pas à utiliser le clavardoir. J'aurais aimé qu'on puisse faire un petit sondage en cours d'événement, mais bon, on n'a pas l'option. Alors, voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires là-dessus. Mais mon impression est que, du moins mon hypothèse est que la situation décrite par Mme Beaulieu est sûrement pas une situation étrangère à de nombreuses personnes ici avec nous aujourd'hui. J'aurais des questions pour vous, Valérie, plus tard, mais on va y revenir. On va continuer, on va aller vers les prochaines phases subséquentes de la pandémie. Moi, comme vous, bon, je travaillais au sein d'une association et j'ai eu le réflexe de lancer un sondage, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que moi je fais un sondage tout seul? Il faut qu'on puisse faire ça à grande échelle. Je me suis tourné vers mes collègues de patrimoine canadien qui font la recherche là-bas et qui m'ont dit, ben, écoute, je te réponds de mon adresse personnelle parce que là, nous autres, on est en plein bouleversement, là, puis comme la recherche n'est pas prioritaire, on n'a pas accès à notre réseau là, présentement. Ah, OK. Donc, il y avait déjà une infrastructure, une expertise qui était là, mais qui n'était pas à notre disposition pour répondre aussi rapidement que les associations. J'en profite pour souligner la valeur, l'importance du rôle des associations. En même temps, il y a eu quand même notre agence statistique nationale, Statistique Canada, qui a fait un travail vraiment, vraiment remarquable. On a souvent parlé de la course au vaccin comme étant ce marathon que des compagnies de recherche ont dû sprinter. Moi, j'ai vu la vitesse notamment à laquelle Statistique Canada a adapté ses enquêtes économiques et notamment a produit des nouveaux produits statistiques, des nouvelles enquêtes, notamment l'enquête canadienne sur la situation des entreprises qui, dans les 3 mois de la pandémie, c'était un nouveau sondage qu'on sortait et qu'on invitait d'ailleurs les associations sectorielles à communiquer à leurs membres, ce que nous, on a fait de notre côté. Et il y a eu d'ailleurs un très fort taux de réponse au sein du secteur des arts, du spectacle et des loisirs. Signe qu'en dépit du grand nombre d'enquêtes sectorielles, les gens n'avaient pas entièrement perdu, n'avaient pas été entièrement découragés de compléter des sondages. Donc, l'enquête canadienne sur la situation des entreprises est parue en juillet et nous a fourni pour la première fois des données qui permettaient de mettre en parallèle la situation vécue au sein des arts avec celle dans d'autres secteurs de l'économie. Et ça, pour moi, ça a été un moment tournant dans la pandémie parce que on le voyait, nous, de l'interne, que notre secteur était profondément bouleversé par ça. On présumait qu'il l'était davantage que les autres, mais avec cette enquête-là, on a eu enfin des données pour le prouver. L'enquête, d'ailleurs, est toujours en cours. Elle se poursuit. Il y a la 4e vague de l'enquête qui est menée présentement et qui va continuer à nous donner des résultats. En parallèle de ça, il y a eu aussi d'autres enquêtes pansectorielles, elles faites dans le contexte académique, qui ont regardé, bien entendu, les répercussions de la pandémie, mais pas uniquement ça. Dans le cas particulier de l'enquête menée par le professeur Lorrain, cette enquête-là s'est penchée notamment, pas juste sur ce qui allait mal, mais sur ce qui allait bien, sur la capacité d'adaptation et aussi sur l'émergence de nouveaux modèles d'affaires dans le secteur. On est chanceux, on a avec nous M. Frédéric Lorrain qui va pouvoir nous parler de son étude à l'UQTR. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse aller chercher le PowerPoint qui est associé au résultat. Donc là, je présume que tout le monde voit le PowerPoint. C'est le cas. Parfait.
Euh, donc, en fait, c'est une enquête qu'on a fait avec Synapse C comme partenaire, avec Mitax, et c'est une réalisation de l'Institut de recherche sur les PME où je suis membre. Je suis professeur d'économie à l'UQTR et puis chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Et pourquoi les PME s'intéressent aux arts et la culture? D'abord parce que moi, je travaille beaucoup avec les arts et la culture depuis plusieurs années, mais aussi peut-être parce que notre nom d'institut est mal nommé parce que ça devrait être des PMO. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les petites et moyennes organisations. Et donc, des petites et moyennes organisations, il y en a beaucoup dans le milieu culturel. C'est un travail avec mon étudiant au MBA, William Nichols aussi. Donc, on a décidé de faire une grande enquête de collecte de données sur l'impact économique de la COVID sur les milieux culturels. Bien, pourquoi on a fait ça? D'abord, pour mieux orienter les politiques publiques, les mesures de soutien, mais aussi mieux prévoir le plan de déconfinement et puis de relance. Là, comme le disait tantôt Valérie Beaulieu, bien, il faut soutenir les actions des intervenants sur le terrain qui ont des questions. Donc, c'est une crise qu'on n'a jamais vue avant. Donc, comment agir sur le terrain, documenter, mesurer, informer, puis aussi dans leur action de représentation auprès des gouvernements pour démontrer l'importance de l'impact de la culture de la COVID sur les gens des arts et de la culture. Pour des raisons de comparabilité aussi, parce qu'on voulait que le sondage soit effectué dans toutes les régions du Québec pour toutes les disciplines, pour qu'on puisse comparer aussi. Puis finalement, ben moi, comme je suis chercheur, c'est pour un but de recherche scientifique, puis notamment comprendre les facteurs de résilience du milieu, et ça, je vais y revenir. Puis, on sait que la COVID, c'est une crise là, qui est très particulière, où on a besoin de comprendre parce qu'on n'a jamais vu ce genre de crise-là, mais c'est d'autant plus intéressant pour un chercheur parce que c'est un choc qu'on appelle exogène, c'est-à-dire qui est complètement extérieur au milieu culturel, puis même, je dirais, complètement extérieur au monde économique parce que c'est une crise sanitaire. Et donc, c'est comme si on avait des conditions de laboratoire pour étudier un phénomène, ce qui est en économie excessivement rare. Donc, on a un choc sanitaire, un choc complètement exogène sur le milieu culturel. Et là, on peut voir les effets et les conséquences. Et pour nous, c'est très intéressant comme économiste parce que c'est très rare qu'on ait des conditions de laboratoire parce que l'économie, c'est une science sociale, c'est une science humaine. Hein? Donc, notre enquête, c'est auprès de 596 organisations et travailleurs autonomes qui ont été sondés entre le 5 octobre et le 7 décembre 2020. C'est un sondage en ligne sur SurveyMonkey. Et le partenaire de diffusion, c'est Synapse C. Et ça, je le mentionne particulièrement parce que c'est difficile de faire des enquêtes en ligne qui soient représentatives de toutes les disciplines, de toutes les régions du Québec, de toutes les situations des petites, des moyennes, des grandes organisations. Et donc, quand on fait des sondages en ligne, on a besoin d'avoir un partenaire de diffusion important. On mesure les impacts économiques, on mesure d'autres types d'impacts. On mesure, comme Frédéric Julien le disait, des actions de transformation et d'adaptation des organisations culturelles. Puis, on a une analyse sur les mesures de soutien. Je n'aurai pas le temps de tout vous présenter ça. C'est dans le rapport, c'est disponible publiquement, on pourra vous le transmettre. Puis, de façon plus générale, on s'est inspiré d'un autre sondage qu'on avait fait auparavant auprès de l'ensemble de l'économie québécoise avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Parce que là aussi, on avait besoin d'avoir des données dans toutes les régions du Québec. Et SACIC Canada, on avait des données sur le Canada ou sur le Québec, mais pas sur les régions. Et on s'est inspiré, on a presque pris le même sondage qu'on a adapté pour les milieux culturels. Donc, on a une espèce de vision plus de gestion ici. Puis, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi on a fait ça comme ça. Donc, comme je vous disais, on a des travailleurs autonomes. On a un petit peu plus de travailleurs autonomes que d'organismes culturels, ce qui est quand même aussi assez représentatif des particularités du milieu culturel. Donc, je vous donne quelques résultats de base, des choses que probablement vous savez déjà. Donc, en termes d'arrêt des activités économiques à cause du confinement, 91% des organisations ont connu une baisse de leurs activités. Donc, ce n'est pas surprenant. Il y a quand même des organisations qui ont continué un certain nombre d'activités, donc ce n'est pas zéro pour tout le monde, mais on voit quand même que l'impact est majeur. Au niveau des baisses de revenus, pour les revenus autonomes, bien évidemment, 84% des organisations ont connu une baisse des revenus autonomes, dont 53% qui ont connu des baisses de plus de 75%. C'est tout à fait normal, le secteur est confiné. Pour les fonds privés, ça c'est un petit peu mieux. 48% des organisations ont connu une baisse des fonds privés,
mais il y a 52 des organisations qui n'ont pas connu de baisse. Donc, soit il n'y a aucun changement, soit des augmentations, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que les fonds privés ont continué en majorité à être acheminés au secteur. Pour le financement public, il y a seulement 16 des organisations qui ont connu une baisse du financement public, mais il y a 50 des organisations où il n'y a aucun changement ou même des augmentations. Donc, le financement public a joué son rôle pendant la crise. Puis évidemment, 50 des organisations ont effectué au moins un licenciement. En moyenne, c'est 8 personnes par organisme. Donc, on voit qu'il y a quand même un impact sur l'emploi. On parlait tantôt des statistiques de Statistique Canada. Nous, on l'avait mesuré dans notre enquête avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais Statistique Canada nous l'a rappelé avec des données un peu plus récentes. Les arts et les spectacles, c'est le deuxième secteur ayant eu le plus d'impact de la COVID. Et là, ici, je le mesure en termes de demande, mais j'aurais pu le mesurer en termes d'autres variables, l'emploi, le chiffre d'affaires, le revenu, peu importe ce que vous voulez. On aura toujours que les arts et spectacles, c'est le deuxième secteur le plus touché. Maintenant, on a beaucoup d'autres résultats, là, notamment sur le niveau d'optimisme des participants, puis sur d'autres impacts plus spécifiques. Mais pour avoir une approche un peu plus de gestion, puis d'avoir une approche peut-être plus positive là, sur ce qui va se passer, on a aussi mesuré des actions stratégiques de transformation et d'adaptation face à la crise, mais je ne dirais pas juste face à la crise, mais pour mieux se positionner pour la relance économique. Donc, on a voulu savoir, sur une échelle de 1 à 5, à quel point les organisations ont mis en œuvre une série d'actions pour contrer la crise. 1 étant, on n'a pas fait ça du tout. 5 étant, oui, très fortement, on a fait ça, on a mis en œuvre ces actions-là. Et là, en ordre d'importance, en moyenne, ce qu'on obtient, c'est d'abord le respect des règles sanitaires, des mesures pour respecter les règles sanitaires. Parfait. Ça, c'est évident. Le deuxième élément, c'est la fameuse transformation numérique. Donc, que ce soit les sites web, sites transactionnels, logiciels, visites virtuelles, etc. Troisième élément, c'est réfléchir à des nouveaux projets, des nouveaux services ou des nouvelles prestations. Donc, ça, c'est la fameuse là, se réinventer. Le quatrième élément, c'est réfléchir au modèle d'affaires, soit avoir développé ou avoir réfléchi à un nouveau modèle d'affaires. Frédéric, votre micro est coupé. Ah, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a mute. Vous m'entendez bien? Oui, quelqu'un m'a fait mute, alors je ne sais pas. Alors, on va reprendre. Donc, des pratiques de gestion des ressources humaines, notamment le télétravail, la collaboration avec d'autres organisations, la mutualisation des moyens, partage de ressources, actions communes, fusion entre organisations. Donc, de s'entraider pendant la crise, ça, c'est très important. Ce n'est pas juste dans le milieu culturel, on le note aussi dans les milieux manufacturiers. C'est important entre les PME qui sont petites et qui ont besoin de se soutenir les unes les autres. Repenser aux fournisseurs locaux. On a parlé beaucoup d'achat local, mais est-ce que les bottines suivent les babines? Est-ce qu'on réfléchit à nos méthodes d'approvisionnement? La création, est-ce qu'on a fait une accélération des activités de création? Ça, c'est un petit peu, vous avez vu ici, là, ça, c'est un petit peu moins populaire. Organiser des formations du personnel, c'est aussi un petit peu moins populaire, moins mis en œuvre. Puis repenser de façon plus générale à tout l'approvisionnement, les fournisseurs, les prestataires, les contractuels, etc. Aussi un peu moins populaire. Puis finalement, tout ce qui est développement durable, application de mesures en développement durable, c'est aussi un petit peu moins populaire. Donc, c'est à peu près les mêmes questions, là, on a rajouté, on a modifié, mais à peu près les mêmes questions qu'on avait utilisées sur notre sondage auprès de l'ensemble des PME du Québec. Pour les travailleurs autonomes, on a posé presque les mêmes questions. On a obtenu à peu près le même classement. Il y a des petites différences. Il y a 34 des gens qui nous disent qu'ils ont fortement changé la nature de leurs tâches quotidiennes. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent s'improviser vidéastes, monteurs vidéo, faire différentes tâches qu'ils ne faisaient pas avant. Puis regardez, pour l'acquisition de compétences, c'est 42 des travailleurs autonomes qui ont profité de la crise pour l'acquisition de compétences. Ça, c'est majeur, c'est très important. Alors que la formation de la main-d'œuvre, c'était seulement 20 pour les organisations. Puis, ils ont plus profité aussi de la crise pour faire des activités de création par rapport aux organisations.
Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que vous avez vu toute ma liste là, de stratégies. J'ai créé un indicateur composite pour savoir à quel point chaque répondant a vraiment procédé à toute une série d'actions ou pas. Donc, on a un indice total d'adaptation de transformation que j'ai ici organisé par discipline. Et donc, les disciplines qui ont le plus entrepris ce genre d'action-là, c'est autre discipline là-dedans, vous avez une collection de disciplines artistiques. Les arts de la scène autres, c'est seulement le cirque et l'humour. Vous avez la musique, la chanson, puis la muséologie et patrimoine. Dans les secteurs qui ont peut-être un petit peu moins bougé, il y a l'industrie du livre et de la littérature, et les arts de la scène, le théâtre et la danse. Alors, pourquoi c'est comme ça? Il faudrait pousser un peu plus loin. Sur la transformation numérique spécifiquement, les deux secteurs qui ont le plus entrepris, ou les trois secteurs qui ont le plus entrepris de transformation numérique, c'est l'industrie du livre et de la littérature, muséologie et patrimoine, et les autres disciplines. Dans le cas des cirques et de l'humour, c'est un petit peu moins entrepris. Pour la réflexion sur les nouveaux modèles d'affaires, c'est les autres disciplines, l'éducation et la médiation culturelle. Les arts visuels étant celles ayant moins entrepris ce genre de réflexion. Maintenant, je vais jouer un petit peu avec les données. Là, ça, c'est des résultats que personne n'a jamais vus avant, donc vous les avez en exclusivité. Il y a 50% de femmes dans l'échantillon, soit des dirigeantes d'organisations, soit des travailleurs autonomes. Puis on a voulu voir si dans la mise en œuvre de ces activités-là, il y avait des différences entre les hommes et les femmes. On voit que le chiffre est un tout petit peu plus élevé pour les femmes pour la plupart des activités, mais il y en a seulement deux qui sont vraiment statistiquement significatives, où là, on peut dire statistiquement qu'il y a une différence. C'est pour la transformation numérique, puis la formation. Donc, encore une fois, pourquoi c'est comme ça? Il faudrait pousser plus loin. Une autre question qu'on pose, et à l'Institut de recherche des PME, on la pose dans toutes nos enquêtes, parce que pour nous, c'est révélateur d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous faites des activités d'innovation? En général, les organisations qui innovent sont celles qui sont les mieux organisées, qui ont le plus de compétences, qui sont les plus proactives, qui ont les meilleurs procédés de gestion. C'est difficile à mesurer tout ça, mais on pose une question, est-ce que vous faites des activités d'innovation? On sait que c'est très corrélé avec ces autres éléments-là. Puis à 63%, nos répondants ont dit oui. En fait, les organisations ont dit oui, on fait des activités d'innovation. Puis ce qu'on voit, c'est que ceux qui font l'innovation ont tendance à plus mettre en œuvre des actions de transformation et d'adaptation. Donc, tout ce qui est statistiquement significatif, vous les avez ici. Puis généralement, l'indice d'adaptation et de transformation est beaucoup plus grand pour ceux qui font de l'innovation. On a posé la même question à propos de la recherche du développement, puis pour le milieu culturel, on a rajouté la création, parce que ça fait partie aussi de la recherche et du développement, donc la R&D. 66% des répondants disent oui, on en fait. Et ça aussi, c'est un élément qui est très prédicteur du niveau de compétence, du niveau de proactivité, du niveau de qualité de gestion d'une organisation. Et donc, on voit qu'il y a des différences significatives. Donc, ceux qui font de la R&D ont tendance à plus mettre en œuvre des actions stratégiques de transformation et d'adaptation. Et pourquoi je mets autant d'emphase là-dessus? Parce que pour nous, c'est un facteur de résilience, le fait de mettre en œuvre ces actions-là. Ce l'est pour les PME, et donc ça doit être vrai aussi pour les autres types d'organisations, notamment les organisations culturelles. Et donc, ça aide à pouvoir affronter, confronter, absorber le résultat de la crise, mais ça positionne l'organisation pour encore mieux se sortir de la crise, puis ça a des effets à long terme, une fois que la crise sera terminée, de pouvoir avoir une certaine forme de résilience, parce qu'on sait que dans le milieu culturel, il y a beaucoup d'organisations qui sont quand même assez fragiles, qui ont besoin d'avoir cette structuration, disons, en termes de gestion. Dernier petit point, ceux qui ont mis en œuvre toutes ces actions-là, c'est surtout ceux qui n'ont connu aucun arrêt de leurs activités économiques. Donc, ceux qui ont été plus en difficulté n'ont peut-être pas pensé à vouloir faire ça. Ceux qui ont un chiffre d'affaires qui est plus élevé, parce que ça prend souvent de l'argent. Ceux qui ont été plus optimistes pour le développement de leur organisation. Puis ceux qui ont reçu du soutien gouvernemental des mesures COVID. L'âge du dirigeant principal puis l'année de création de l'organisation n'a pas joué sur la mise en œuvre des activités stratégiques de transformation et d'adaptation.
Donc voilà, ça clôt ma présentation. J'aurais d'autres résultats à vous dire, mais vous pourrez tout voir ça dans le rapport, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Lorrain. On avait une question pour vous. Comment est-ce que vous définissez la différence entre organisme et entreprise? Ah oui, ça c'est toujours une... Ben, en fait, c'est de l'auto-identification parce qu'on pose la question aux répondants. Êtes-vous une entreprise sociale, une entreprise à but lucratif, une organisation, un travailleur autonome? Donc, c'est de l'auto-identification. Et lors de votre analyse des résultats, est-ce que le mot innovation est un mot qui a le même sens chez des répondants du secteur culturel que celui qu'on peut lui donner dans les PME? On a été délibérément flou. On n'a pas défini que c'était l'innovation. Pourquoi? Parce que juste le fait de dire oui, moi j'innove dans mon organisation, c'est déjà le constat de quelque chose. Il y a beaucoup d'organisations, des PME manufacturières y compris, qui font de l'innovation sans le savoir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stratégiques par rapport à ça. Donc, ils réalisent des activités d'innovation sans le savoir. Puis la façon que l'OCDE définit l'innovation, nous, on pense toujours là, à des messieurs en sarrau blanc avec des microscopes qui font de l'innovation, mais ça, là, c'est 0,5 % de l'innovation qui se fait dans l'économie. L'innovation de produits et de services, donc développer des nouveaux produits et des services. Innovation de procédés, donc améliorer nos procédés. Donc, on pense à des entreprises manufacturières avec les machines, mais des procédés, c'est aussi pour des organisations qui n'ont pas de machines. C'est de l'innovation de commercialisation. Donc, là, on a parlé de la transformation numérique. C'est de l'innovation organisationnelle, donc la façon qu'on organise les affaires. Et ça touche beaucoup la gestion des ressources humaines. Les méthodes innovantes d'implanter la gestion de ressources humaines. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre et d'autant plus que le secteur culturel reste confiné alors que le taux de chômage est presque redescendu à 5 %. Donc, quand on va déconfiner le secteur culturel, il va y avoir des problèmes d'autant plus de main-d'œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas trop défini. Il aurait fallu poser des questions beaucoup plus précises qui auraient allongé le questionnaire. Mais déjà, de la façon que l'organisation elle-même se positionne, c'est déjà quelque chose qui est instructif. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu prédicteur, cette question-là, de la proactivité ou de l'aspect stratégique de l'organisation. Il y a là matière à vraiment réfléchir. Si le temps nous le permet, je vais peut-être nous ramener sur la question de l'innovation, puis de voir comment on peut amener le secteur culturel à se voir comme innovant, qui est pourtant pas un mot, une étiquette dont se revendique naturellement le secteur culturel. Monsieur Lorrain, je vais me permettre de vous contredire un peu, si ça ne vous dérange pas trop, à savoir la mesure dans laquelle le secteur des arts a été affecté par la pandémie. Moi, j'ai eu ma propre phase de réaction à la pandémie. Ça a été de me tourner vers Statistique Canada parce que j'aime pouvoir avoir des statistiques qui sont comparables avec ce qu'il y a ailleurs dans d'autres secteurs de l'économie. Ça n'a pas été sans frustration parce que l'une de nos enquêtes les plus importantes en matière d'emploi, l'enquête sur la population active, qui est, soit dit en passant, là, un outil statistique extraordinaire. OK? Imaginez là, une enquête auprès de presque 50 000 ménages qui est faite à chaque mois et dont les résultats sont publiés en moins de 2 semaines. C'est hallucinant et ça, c'est fait mois après mois par Statistique Canada. Mais à mon grand malheur, dans le secteur des arts et de la culture, OK, si on s'en va dans les classifications économiques, vous avez peut-être entendu parler des classifications SCIAN, le système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Donc, dans SCIAN ou NAICS en anglais, les industries culturelles, information et industries culturelles font partie de la catégorie 51. Arts, spectacles et loisirs de la catégorie 71. Malheureusement, dans l'enquête sur la population active, pour des fins que je n'arrive toujours pas encore à expliquer, Statistique Canada, dans ses tableaux publics,
agglomère les industries culturelles, y compris les télécommunications, donc Bell, Rogers, Vidéotron, avec le secteur des arts. Et les télécommunications ont eu une très, très belle pandémie. On ne se le cachera pas. Leurs revenus, eux autres, ont augmenté. Eux, ils ont embauché. Oui. Donc, si on met tout ça ensemble, on a des sous-secteurs qui vont très, très bien avec des sous-secteurs qui vont très, très mal. Ça s'annule. Donc, moi, ma réaction, ça a été de dire à Statistique Canada, « Hey, faites de quoi? Désagrégez-moi ça, s'il vous plaît. » Là, il y a une tragédie qui est complètement cachée, obscurcie par le fait que vous faites une agglomération qui n'a pas lieu d'être. Ils m'ont dit, on ne peut pas le changer, mais on va vous envoyer des tableaux statistiques, vous allez faire vos propres analyses. Et c'est là que j'ai entrepris, moi, j'ai pris mon bâton du pèlerin là, pour produire des analyses qui m'ont permis de déterminer, sans l'ombre d'un doute, que dans tous les indicateurs, l'industrie des arts, du spectacle et des loisirs, 71, a été la plus affectée. Et j'en tiens pour preuve ces tableaux statistiques. Ce n'était pas prévu à l'horaire, mais je vais les partager pareil. Donc, ici, au niveau du PIB, ici, on voit le PIB en décembre 2020 versus février 2020. Donc, il s'agit de données qui sont désaisonnalisées. Là. Donc, on peut comparer d'un mois à l'autre. Ben, la baisse, en particulier pour le secteur des arts, du spectacle et des loisirs, ou plutôt pour la sous-industrie des compagnies d'art d'interprétation était de l'ordre de 62 %. Donc, ça, c'était majeur. Et ici, bon, on montre les autres segments, donc les casinos, centres d'entraînement sportif et autres. Au niveau de l'emploi, et là, je vais devoir... OK, on arrive à tout voir. Au niveau de l'emploi, art, spectacle et loisirs, donc entre février 2021 et février 2020, la baisse pour art, spectacle et loisirs était de 36,7 %. C'était presque 10 % de plus en termes d'ordre de grandeur que ce que le secteur de l'hébergement et de la restauration a vécu. À l'autre bout, information et industrie culturelle à plus 12 %, notamment tiré très, très fort par le haut par les télécommunications. C'était ma parenthèse. Bien sûr, ce sont deux indicateurs. Il y en a d'autres. C'est sûr que si on va explorer différents indicateurs, parfois le classement ne sera pas toujours le même. Mais c'était, je pense, très important qu'on travaille de concert avec le secteur de la recherche académique, avec nos instituts statistiques et avec les associations pour faire connaître ces constats-là. Est-ce qu'on aurait pu être plus rapide? Peut-être. Si moi j'avais à refaire ça autrement, je me serais peut-être tourné plutôt vers l'enquête sur la population active, mais sachant qu'il y avait cette agrégation-là, je l'avais un peu mis de côté parce que j'y trouvais pas les résultats que je voulais. Mais au fil du temps, quand même, mes collègues de Patrimoine canadien, chez qui je m'étais tourné au départ, et d'ailleurs, je vois même certains d'entre eux et elles qui sont là avec nous aujourd'hui, ont pu reprendre du collier et reprendre leurs travaux de recherche. Donc, ils ont notamment travaillé avec les provinces pour commander un nouveau produit statistique qui vient juste de paraître et qui s'appelle les indicateurs nationaux de la culture. La première édition est parue il y a quelques semaines, juste avant le budget fédéral. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais les tableaux n'ont pas été publiés. Mais ils seront disponibles pour la prochaine édition. Donc, on aura des indicateurs trimestriels au niveau de l'emploi et qui seront beaucoup plus granulaires, beaucoup plus précis que ce que permet, par exemple, l'enquête sur la population active ou celle sur la situation des entreprises. Autre annonce importante, excusez-moi, là, je suis en mode blog, là, mais je suis très fier de Patrimoine canadien et de StatCan. Patrimoine canadien a conçu une enquête sur la viabilité économique des créateurs au Canada. Elle va être lancée à compter de lundi. Alors, il s'agit, à mon avis, pour le secteur des arts et de la culture, une occasion unique d'aller documenter à grande échelle pour l'ensemble des disciplines
la situation économique de nos créateurs dans la vente physique comme en ligne. Donc, j'espère que vous serez nombreux à la promouvoir et à y participer. Je me rabats vers le chat, si vous me permettez, ou vers le clavardoir pour savoir si on a des questions ou des commentaires. Donc, une question de espaceur actuel, s'il sera possible d'avoir la présentation de synthèse. Oui, probablement. Je suis sûr que M. Lorrain va accepter de la rendre disponible après coup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires au niveau de nos participants sur la rétroaction partagée par Mme Beaulieu, M. Lorrain jusqu'à présent? Je vous laisse répondre à ça dans le chat et je vais me tourner vers Mme Beaulieu à nouveau. Donc, en fin de présentation, Valérie, vous nous disiez, ben, si là, c'était à refaire, probablement que je me tournerais vers d'autres, etc., etc. Si là, c'était à refaire, si on avait la capacité de vous fournir à Culture Montréal des outils répondant à vos besoins, outre les réflexes de collaboration, de quels outils auriez-vous aimé avoir à votre disposition à ce moment-là? Bien, je sais que Synapse a sorti un guide des bonnes pratiques et tout ça. Puis ça, c'est sûr que je pense que ça va être un outil intéressant à regarder. Puis je pense que c'est ça, en fait, que j'aurais aimé avoir. En tout cas, mais tu sais, on peut bien faire, là, si c'était à refaire, dans le sens où je me rappelle du sentiment de réactivité qu'on devait avoir. Puis à un moment donné, au bout de 4 semaines, je me rappelle très bien avoir dit à mon équipe, là, on va respirer. Puis on n'est pas un média, on n'a pas à sortir les trucs avant tout le monde. On va prendre le temps de réfléchir, puis on va rester on va rester ce qu'on est. Mais c'est sûr que moi, ce que je me rends compte, c'est ça, c'est d'abord peut-être une meilleure connaissance de tous les outils existants pour la collecte de données. Parce que, oui, pour aller chercher des chiffres, des données, puis je trouve que l'enquête, j'ai très hâte de la parcourir là, vraiment en détail, l'enquête de Frédéric Lorrain est vraiment intéressante. Essayer de comprendre quel type de données on a besoin pour notre organisation, puis comment on peut aller les chercher. Parce que c'est sûr qu'il y a une collaboration avec des chercheurs, avec des organisations plus grandes, pan-canadiennes, ou, tu sais, dépendamment des territoires, ça peut être vraiment intéressant. Mais une organisation comme la nôtre a aussi besoin d'aller chercher les données qualitatives pour comprendre l'état d'esprit des gens. Puis c'est surtout cette information-là qualitative, en tout cas moi, qui m'a servi dans mes représentations, en fait, parce que c'était vraiment de comprendre la réalité. Je dirais que si c'était à refaire, puis que j'avais les ressources humaines disponibles pour le faire, je serais peut-être même allée un pas plus loin. J'aurais peut-être pris le téléphone auprès de certains répondants, en fait, pour m'assurer qu'ils allaient bien dans ce qui est exprimé. Mais sinon, c'est sûr qu'on a tendance à avoir un réflexe sondage. Hein. On va faire un formulaire, on va prendre des questions. Souvent, on va chercher des données qu'on a déjà. Souvent, on sait. Donc, moi, je dirais, les outils que j'aimerais, ben oui, il y a le guide de Synapse, mais de l'accompagnement peut-être. Peut-être que si c'était à refaire, je serais allée chercher un contractuel expert pour nous aider à dire, OK, là, on va avoir besoin, c'est parce qu'on ne savait pas que ça durerait aussi longtemps, mais si j'avais eu une boule de cristal, j'aurais dit, je vais aller me chercher un expert contractuel pour qu'on se fasse une stratégie sur le long terme, parce que nous, on a fait ça en réaction. On a pris une photo dans le temps à un moment, mais peut-être que ça aurait été intéressant de reprendre la même photo à certains moments pour aller faire évoluer ces données-là. Mais il y a un moment où je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sondages qui étaient disponibles, qu'il y avait justement des grosses enquêtes qui s'organisaient et tout ça, et que là, commencer à on n'avait pas cette expertise-là, en fait, je trouve, donc, c'est ça. Si c'était à refaire, il y aurait de la collaboration avec d'autres réseaux, avec des chercheurs, avec d'autres enquêtes, en fait, pour qu'on puisse les diffuser, être partenaire. Moi, je retiens, M. Lorrain, être partenaire de diffusion, en fait. Mais en même temps, je me rends compte que mon organisation, j'avais besoin de données qualitatives que moi seule, j'étais capable d'aller peut-être chercher. Donc, trouver les bons outils. Est-ce que c'était le sondage le bon outil pour aller chercher ce qualitatif-là? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais
de me faire accompagner par quelqu'un pour dire, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment aller chercher comme données? De quoi toi, tu as besoin pour faire ton travail? Puis, de quoi le milieu a besoin aussi? Parce que ça avait deux objectifs à quelque part avec le recul. C'est que oui, nous donner une information pour qu'on soit capable de se faire une tête collectivement sur les enjeux. Est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place? Est-ce qu'il y a des gens en danger? De quelle façon on gère ça? Puis après ça aussi, de faire sentir aux gens par nos questions qui sont pas tout seuls. Tu sais, je pense on a eu beaucoup ce feedback-là de dire ça me fait du bien de sentir que je suis pas la seule à vivre ça. Tu sais. Donc, mais je trouve que peut-être que le formulaire, le SurveyMonkey ou le Google Form, c'est peut-être pas tout le temps le meilleur outil pour ça. Puis des fois, on mélange peut-être les données qu'on va chercher, puis on n'a peut-être pas non plus l'expertise à l'interne pour faire vraiment une analyse profonde, puis un croisement de ces données-là, puis en ressortir quelque chose, je dirais, on va dire de nature scientifique, là, où on est vraiment sûr du résultat, parce qu'il y a aussi le taux de réponse. Moi, c'est quand même un facteur important. Donc, voilà. Fait que, vous voyez, moi, dans ce panel-là aujourd'hui, je suis vraiment la néophyte, celle qui comprend rien. Mais c'est celle qui, en fait, c'est ça. C'est les organisateurs de terrain, en fait, on n'est pas des experts, mais je me rends compte qu'on nous demande de plus en plus d'aller chercher ces données-là, puis on a besoin de plus en plus, je pense, d'être accompagné pour le faire, si on veut le faire correctement, avec des objectifs clairs dans notre tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Oui. Comment on les recommunique à la communauté? Et puis aussi, en vue de quelles actions? Mais dans une crise comme on a vécu, c'est très difficile d'avoir toute cette séquence-là bien en tête. Là. L'état d'esprit était beaucoup d'être dans la proactivité, la réactivité. Puis il y avait quand même aussi, je le rappelle, là, je veux dire, on était sur des cellules de crise, là, par exemple avec le ministère de la Culture, où on nous appelait à quelques heures d'avis. Il y avait des... Donc, on était vraiment dans cette, comme je dis tantôt, là, une espèce de guérilla contre la pandémie, ce qui fait que ça nous a donné beaucoup d'adrénaline, mais des fois, peut-être un petit manque de respiration puis de réflexion sur ce qu'on veut vraiment faire. Mm-hmm. Je vais quand même me permettre de vous contredire parce que vous êtes une experte. Comme toutes les autres associations qui servent le secteur, vous avez une connaissance très, très fine de vos membres. Et je tiens à souligner ce que vous avez dit à l'effet que dans l'activité du sondage ou de recherche plus quantitative, le simple fait d'entrer en contact avec ses membres et de poser une question, ça en soi, ça avait une valeur sur le plan humain qui était tout à fait significative. Je pense que ça mérite d'être pris en considération. Il y a le sondage, ce n'est pas qu'un outil de collecte de données, c'est un outil de prise de contact, c'est un outil de communication par lequel on peut envoyer des messages à nos membres. Je pense qu'aussi à Culture Montréal, vous avez fait un excellent travail en matière de communication, de l'information que vous avez été chercher. Parce que la collecte de l'information, c'est une chose. Ensuite, il faut la mettre en valeur. Donc, de votre côté, vous avez fait des rencontres avec vos membres et ensuite fait des publications là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien, c'est sûr que rapidement, moi, mon équipe m'a un peu alarmée quand on a lancé ce sondage. Ils m'ont dit, OK, là, Valérie, ça génère des attentes. Tu sais, on a des gens qui nous interpellent, quand est-ce qu'on va diffuser les résultats, puis tout ça. Puis, on a fait, oh, OK, c'est vrai. On a demandé aux gens de prendre du temps de répondre pour qu'on trouve une façon. Donc, dans des communications, sur quelques communications, on a diffusé des portions là, de sondage. Par exemple, notre sondage se divisait en 2 sections si on était un individu, un travailleur autonome, ou si on répondait pour une organisation où on était un salarié à l'intérieur d'une entreprise. Donc, fait qu'on a partagé ces résultats-là. Après ça aussi, c'est sûr que tout le qualitatif qui est ressorti, bien, c'est sûr que ça nous aidait dans notre travail de représentation auprès des différents paliers pour dire attention. Je donne l'exemple du secteur des loisirs et de la pratique artistique amateur. On en parle très peu, mais c'est un des secteurs les plus gravement touchés parce que c'est des petites organisations tenues par des bénévoles. Donc, la pandémie est arrivée en fin d'année où il y a tous les spectacles où ils vont chercher leur financement, les spectacles de fin d'année où là,
les familles, les amis, les gens payent pour assister au spectacle des chorales et des trucs comme ça, et des pièces de théâtre amateurs, et qui sont aussi des bons leviers pour les inscriptions de l'année d'après. Donc, ce secteur-là a perdu, en fait, ses employés parce que c'est souvent des organisations bénévoles, les revenus autonomes parce que c'est souvent des organisations qui ne sont pas soutenues au fonctionnement. Donc, on était vraiment... fait que nous, on est allé chercher à quelque part ce qualitatif-là. Puis, dans les préoccupations, comme par exemple, on avait beaucoup de préoccupations dans les réponses sur qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, puis c'est là où on a décidé de mettre en place des causeries virtuelles, en fait, avec nos membres pour discuter de certains enjeux. Puis la première a eu un très grand succès parce que on s'est dit, OK, est-ce que l'année prochaine, c'est une année blanche, une année où c'est une page blanche? Il n'y aura pas, par exemple, pour les diffuseurs, il n'y aura pas de programmation. Donc, est-ce qu'on essaye de se mettre en mode, qu'est-ce qu'on fait pendant une année blanche? Tu sais? Donc là, il y a eu une discussion hyper riche, hyper intéressante. Donc, on a utilisé les réponses, je dirais, plus ouvertes, qualitatives sur des préoccupations, puis on en a fait des thèmes de causerie. On essayait aussi de voir qui n'avait pas répondu à ce sondage-là. On s'est rendu compte à un moment donné que nos artistes en atelier, les artistes en art visuel, ils n'étaient pas sur notre radar. On ne les voyait pas nulle part, ils ne s'exprimaient pas. On était inquiet d'une certaine anxiété. C'était un modèle d'affaires où ils ne bénéficiaient pas de subventions pour les loyers. C'était juste au bon vouloir du propriétaire. Donc, on en a fait une pour essayer de générer des discussions puis essayer de voir s'il y avait des choses à mettre en place du côté peut-être de la ville et tout ça. Donc, on s'est servi en fait des réponses pour vraiment amener certaines discussions. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Mais c'est ça. Ça a été vraiment tout un apprentissage. Mais les causeries virtuelles, maintenant, ça fait partie d'une des transformations de Culture Montréal. Ça va, même après la pandémie, c'est un format qui va rester. On a tellement hâte de revenir à des vrais événements, puis de voir notre monde, puis de pouvoir se serrer la main. Mais quand même, ce format-là, on trouve que pour avoir des discussions comme on a aujourd'hui, est quand même super intéressant. Là. Donc, il y a des choses qui vont rester. Mais c'est un peu comme ça qu'on a travaillé, puis on l'a fait, je dirais, voilà, on l'a fait... ça a été un processus à l'instinct, à l'essai-erreur, puis on a appris sur le tas, comme on dit. Et on en ressort tous et toutes grandis. Vous avez mentionné le travail de Synapsy, notamment avec le guide sur les sondages. Il y a là-dedans, entre autres, des recommandations à propos du consentement, qui est un petit détail, mais lorsqu'on fait un sondage, si on ne pense pas à obtenir le consentement pour partager les résultats du sondage, on se prive d'une capacité d'intégrer nos données avec celles d'autres organismes qui ont mené des sondages similaires. Et en tout cas, c'est un petit changement qui ne demande pas un gros effort, mais une bonne pratique à intégrer. On a une question il ne nous reste que quelques minutes seulement, de Daniel Bergevin. La pandémie a mis en lumière la limite des revenus autonomes pour plusieurs organisations. Est-ce qu'une réflexion se fait sur le soutien au fonctionnement des organisations? La très grande majorité des organisations sont soutenues au projet. Donc, dans l'enquête de l'UQTR, on a vu que les organisations qui étaient le plus en mesure de répondre à la crise, de s'adapter, étaient celles qui bénéficiaient d'un soutien des gouvernements. Alors, où est-ce qu'on en est là-dessus? Ben, en fait, puis là, j'avais des résultats, là, mais il nous manque un peu de temps, mais le niveau de satisfaction envers les programmes était beaucoup plus faible dans le milieu des arts et de la culture en comparaison avec les autres secteurs d'activité. Puis ça, on a pu comparer entre l'enquête qu'on a faite pour tout le Québec, pour tous les secteurs d'activité confondus, puis celui pour les arts et la culture. On avait une question sur le niveau de satisfaction. Puis pourtant, c'est curieux parce que, comme je le disais tantôt, le secteur des arts et de la culture, puis Frédéric, tu l'as aussi mentionné, c'est un des plus touchés. Puis pourtant, c'est pas celui, non seulement ce n'est pas celui qui a reçu le plus d'aide, ce n'est pas celui qui a le plus fort taux de bénéficiaires d'aide. Donc, c'est sous la moyenne, mais c'est celui qui est un de ceux qui est le moins satisfait. Parce que dans les arts et la culture, il y a beaucoup de situations très particulières, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans les cases. Et notamment, il y a le fait que tout le système de financement est fait pour la diffusion ou la création. Mais le problème, c'est que là, on tombe dans une urgence qui n'a rien à voir avec la création ou la diffusion, ou au contraire, on peut créer, mais on ne peut presque pas diffuser.
Ce qui fait que là, ce qui est besoin, c'est une aide plutôt comme une assurance, où on vient couvrir les frais fixes qui sont incompressibles, puis qu'on vient essayer de minimiser les pertes d'emploi. Et donc là, on est vraiment dans une logique de fonctionnement. Puis c'est un peu la même situation pour d'autres types de moyennes et grandes organisations dans le secteur manufacturier notamment, où ils ont vécu des choses comme ça aussi, mais d'autant plus dans le système culturel avec tout disons, l'écosystème, le fonctionnement des subventions, qui est très approprié en temps normal, mais qui ne devient pas approprié dans un temps de crise très urgente, où là, il faut juste soutenir comme une assurance sans trop se poser de questions pour absorber le choc, puis après ça, un autre programme pour la relance. C'est très intéressant on a fait beaucoup de recherches en prospective à essayer d'anticiper ce qui va s'en venir. Je pense qu'il y aura un gros travail de recherche à faire dans les prochaines années pour regarder de manière rétrospective comment les programmes de soutien auront été utilisés par le secteur culturel, dans quelle mesure, et si ces programmes de soutien-là auront réussi ou non à endiguer les effets de la pandémie. Madame Bergerin, vous souhaitez intervenir? Pourquoi pas? Allez-y donc. Allez-y. Ah, parfait. Je cherchais comment désactiver le unmute. Ça m'interpelle beaucoup tout ce qui se dit, puis je voulais rebondir un petit peu sur ce que Valérie dit. Pour vous situer, moi, je suis la directrice générale de la Société des musées de Montréal, donc Musée Montréal, qui gère le Centre des collections muséales et qui organise, entre autres, la Journée des musées montréalais. Donc, on a quand même un gros mandat. Et nous, on est carrément en situation de survie. On ne sait même pas si on va être capable de passer au travers 2021, justement parce que le fonctionnement du système culturel ou le soutien au fonctionnement fait en sorte que notre fonctionnement est soutenu par nos revenus autonomes. Et qui dit musée fermé, dit plus de revenus parce que nous, c'est les cartes musées qui nous permettaient de soutenir ça. Donc, je crois sincèrement que dans toute la foulée de la relance, il faut aussi se poser la question des organisations. Je parle de la mienne parce que je la connais, mais je sais qu'il y a plein d'autres associations comme la nôtre qui jouent des rôles vraiment fondamentaux auprès de leurs membres, nous, auprès des musées montréalais, et qui se retrouvent dans une situation vraiment délicate. Je pense que cette réflexion-là, elle doit s'intégrer dans la relance parce que ça ne sera pas la dernière crise. C'est sûr qu'on n'espère pas une autre pandémie dans 2 ans, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs années que la question du soutien au fonctionnement est discutée, mais là, je pense qu'il faut la revirer de bord. Juste une petite dernière chose. Pour Valérie, je comprends tellement les membres et tout ça. Nos membres nous ont demandé de mettre en place un forum d'échange pendant le confinement. Puis pas juste des petits musées montréalais, mais des grandes institutions qui ont participé. Et nous, une fois par semaine, on faisait des réunions dans Slack où on pouvait aussi mettre plein d'échanges. Et à l'AGA de la semaine dernière, il y a des membres qui nous ont dit que ça nous a permis de passer à travers le confinement du printemps, même pour notre santé mentale, d'échanger entre collègues, puis de se demander dans quel monde on allait vivre au terme du déconfinement. Fait que Valérie, nous aussi, c'est quelque chose qui va se poursuivre à Musée Montréal par rapport à ça. Mais je trouve important de le verbaliser parce que c'est un aspect qui, je crois, doit être pris en compte. Parce que, comme je vous le dis, nous, on ne sait même pas comment on va faire pour survivre, oui. carrément. Et avec la situation actuelle où des mesures comme la subvention salariale et la subvention sur le loyer qui vont arriver théoriquement à terme en septembre, ça va devenir très dur pour des organisations comme la vôtre. Pas juste ça, c'est que, tu sais, quand vous parliez de micro-situation, là, le milieu culturel en est rempli. Nous, parce qu'on gère le Centre des collections muséales et que le Centre des collections n'est pas une entité légale, on n'a pas eu droit à la subvention salariale. C'était ça, notre réalité. Oui, oui. Et vous n'êtes pas les seuls.
Non, non, Je sympathise, Madame Bergevin. On est arrivé à la fin de notre heure de discussion. Je vais prendre le temps de remercier Monsieur Lorrain, Madame Beaulieu, Madame Bergevin et vous toutes et tous qui avez pris part à cette discussion-là. Et je me permets de lancer un dernier souhait. Vous ne m'avez pas posé la question, mais si moi on me demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent dans l'avenir, je crois qu'il est temps pour nous de nous doter de mécanismes de cueillette de données en temps réel. On fonctionne beaucoup par mécanisme de rapport annuel à nos bailleurs de fonds, notamment. Est-ce qu'on peut changer nos façons de faire et que cette donnée-là soit recueillie par d'autres moyens et accessible en temps réel? Je pense que ça pourrait nous mettre à une place entièrement différente pour la prochaine pandémie, puisqu'il y en aura une autre. Malheureusement, je ne vais pas terminer sur un mot aussi décourageant que ça, mais il y en aura une autre. Alors, aussi bien s'y préparer dès maintenant. Est-ce que je peux juste rajouter une petite affaire, 30 secondes? T'en prie. Parce qu'on parle de données, là, mais Valérie Beaulieu parlait de tout l'aspect qualitatif, d'aller chercher des coups de téléphone, de rencontrer des midi-causeries. Il y a de l'analyse scientifique qualitative aussi, puis tout matériel qualitatif peut être structuré pour de la recherche. Donc, ça vaut aussi là, cette pensée d'aller chercher, collecter de la donnée qualitative tout autant. Il y a des façons de faire scientifiques pour pouvoir l'analyser et la collecter. Voilà, on a besoin d'experts dans nos organisations. Ce commentaire me fait juste dire, on a besoin d'experts pour nous aider justement à structurer peut-être nos façons de faire. Puis, mais c'est un bel apprentissage, quelque part, de se rendre compte que je trouve que c'est valorisant pour nos chercheurs, de se rendre compte que c'est un métier, puis que voilà, il faut apprendre peut-être à le faire, ou en tout cas, il faut travailler en collaboration avec ceux dont c'est le métier. Mais moi, j'en retiens plein de leçons. Alors, on a un petit sondage qui apparaît à l'écran. Alors, vous êtes toutes et tous invités à communiquer votre satisfaction par rapport à la séance que l'on vient d'avoir sur la course à l'information. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou bonne fin de journée selon là où vous êtes dans le monde. Et il nous reste encore une journée de data écoculture demain et j'espère donc vous y retrouver.